Bienvenue à cette soirée synthèse de l'Office de consultation publique de Montréal, portant spécifiquement sur les solutions apportées par les Montréalaises et les Montréalais qui, lors des activités contributives citoyennes qui se sont tenues en août et en septembre aux 4 coins de Montréal. Ces activités, dont nous allons vous faire la synthèse, font partie intégrante du processus de consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les champs de compétences de la Ville de Montréal. Et elles suivent, en termes de processus de déroulement, elles suivent les séances d'information générale et thématiques qui se sont déroulées au mois de mai dernier. La soirée se déroulera en français. Cependant, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. The meeting will be conducted in French, but if you wish to speak in English, please, you're welcome to do so. Je suis Marie Zalcindor. Nous sommes commissaires, mes collègues et moi, à l'Office de consultation publique de Montréal, que vous connaissez aussi sous l'acronyme OPCM. OCPM. C'est un biais. J'ai déjà été vice-présidente de l'Office, pas de l'Office, de la protection du consommateur, alors OCPM, OPCM. La présidente de l'Office, Madame Dominique Olivier, qui aurait souhaité être avec vous ce soir, qui malheureusement ne peut pas, n'a pas pu, nous a confié la coprésidence de cette commission à ma collègue à ma droite, Madame Ariane Aymon, et à moi. Nous sommes secondés par 3 autres commissaires, Habib El-Haj à ma gauche et Judy Gould et Jean-François Thiot à la droite de Mme Aymon. La Commission souhaite remercier l'ensemble des personnes qui contribuent au bon déroulement de cette soirée, plus particulièrement celles et ceux qui s'occupent de la logistique, de l'accueil, de la sténographie, de la sonorisation et de la web-diffusion de cette soirée. Cette séance est diffusée en direct sur la page Facebook, sur Twitter et sur le site Internet de l'OCPM. Nous saluons donc les personnes qui nous suivent à distance. Nous remercions également les interprètes en langue des signes, que je ne vois pas, ils ne sont peut-être pas encore arrivés, ainsi que la halte garderie Crétavie, qui contribue à rendre la participation plus inclusive. L'OCPM a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pour ses archives ou pour une utilisation éventuelle dans ses publications. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être filmés ou photographiés, veuillez, s'il vous plaît, avertir immédiatement les personnes ressources à la table d'accueil. Monsieur Gilles Vézina, attaché de documentation à l'Office, sera la personne ressource à contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Ces coordonnées se trouvent dans le dépliant de la consultation, parce que je regarde si vous avez le dépliant de la consultation entre les mains. Qui est disponible à la table d'accueil. Ils sont disponibles à la table d'accueil. Alors, de toute façon, si vous avez besoin des coordonnées de M. Vézina, n'importe qui d'entre nous pourra éventuellement vous les donner. Alors, venons-en maintenant au déroulement de cette soirée. Dans un premier temps, nous allons inviter Madame Youla Pompilus-Touré, qui est secrétaire analyste de la Commission, à nous présenter la démarche, le contexte, les champs d'intervention de la Ville de Montréal et les concepts de la consultation. Par la suite, messieurs Joseph Chindat Kenfo et Mohamed Ali Yanouri, tous les deux analystes, vont nous présenter la synthèse des activités contributives citoyennes, que nous appelons dans notre jargon ACC. L'état des lieux et les enjeux liés Non. Alors, après ces présentations, nous allons prendre une pause d'une quinzaine de minutes. Ce sera le temps pour les personnes qui désirent faire des commentaires, apporter des contributions à la consultation, de s'inscrire au registre à la table d'accueil à l'entrée. Et au retour de la pause, on va inviter
les personnes qui se sont inscrites à se présenter devant nous selon l'ordre d'inscription, afin que les familles puissent retourner à leurs obligations. C'est important d'aviser si vous voulez prendre la parole. Si vous avez des enfants, dites-le au moment de vous inscrire et vous aurez la priorité en termes de droit de passage au micro. On encourage bien sûr tout le monde dans cette salle. On est ravis de voir cette salle remplie, notamment de jeunes, à faire des commentaires, à apporter leur contribution à cette consultation, particulièrement les femmes. Parce que selon les statistiques tenues par l'Office de consultation publique de Montréal, les femmes ont tendance traditionnellement à moins contribuer au processus de consultation. Alors, on veut un peu leur dérouler le tapis rouge. Chaque personne inscrite a le droit de faire 2 interventions qui peuvent être, je le répète, un commentaire, une question de clarification à la synthèse que vous allez entendre ou apporter une solution à un problème. Nous vous demandons bien sûr de limiter les préambules à tout ce qui est vraiment indispensable à la compréhension de votre rapport. Nous permettrons ainsi au plus grand nombre, bien sûr, de participer. Le registre va rester ouvert jusqu'à 20h30. Bonsoir, messieurs, mesdames qui entrez. J'espère qu'il y a de la place devant, en tout cas. Hein? Il y a des belles places ici devant, là. Pas cher, vraiment. On aime ça, avoir des gens près de nous. Donc, le registre va rester ouvert jusqu'à 20h30. Si jamais, après vos 2 interventions, vous avez encore quelque chose à ajouter, à faire clarifier, il faudra repasser au registre. Vos commentaires et vos contributions devront toujours nous être adressés à nous, les coprésidentes. Si vous désirez témoigner publiquement d'une expérience que vous avez vécue en lien avec cette consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville, on vous invite à vous présenter à la table d'accueil. Il y a un dispositif qui permet d'enregistrer votre témoignage que nous écouterons par la suite. Je vous rappelle qu'il y a une autre séance synthèse dans 2 jours, le jeudi 24 octobre, 19h, au Centre de ressources communautaires de Côte-des-Neiges, 67 chemin de la Côte-des-Neiges. Finalement, comme nous avons la tâche de favoriser la participation de tout le monde pour y arriver, au-delà des moyens techniques, il n'y a rien de tel qu'un climat serein et courtois entre les participants. C'est pourquoi nous ne tolérerons ni manifestations, ni remarques désobligeantes, ni propos diffamatoires, ni propos haineux, ni attitudes méprisantes. Nous vous invitons également, même si elle vous touche droit au cœur, à n'applaudir aucune intervention. Finalement, nous vous demandons également d'activer la fonction silence de votre téléphone si ce n'est pas encore fait. Nous invitons Madame Youla Pompilus-Touré, secrétaire analyste, à nous présenter la démarche de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Bienvenue, Madame Youla Touré. Merci. Merci beaucoup. Merci de la parole, Madame coprésidente. On va voir. Oh. C'est bon, parfait. Donc, comme les coprésidentes l'ont mentionné, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est vous donner un peu de contexte à la soirée d'aujourd'hui et au processus de la consultation. Donc, la consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville a été demandée par un groupe de citoyens, des groupes qui incluent Montréal en action et le Centre de recherche-action sur les relations raciales.
Et cette demande a été parvenue, ce groupe a décidé d'utiliser le droit d'initiative à Montréal, qui, à titre de rappel, est un outil démocratique qui permet à n'importe quel résident ou résidente de la ville de Montréal de 15 ans et plus de demander la tenue d'une consultation publique à la Ville de Montréal si un minimum de 15 000 signatures est obtenu. Donc, ce groupe s'est mobilisé et le 27 juillet 2018, une pétition avec des dizaines de milliers de signatures a été soumise au greffe et suite à l'évaluation, à la validation de plus de 16 000 signatures, a été jugée conforme. Donc, la Ville le comité exécutif de la Ville a ensuite mandaté l'Office de consultation publique de Montréal, a confié le mandat de l'organisation et la tenue de cette consultation sur le racisme et les discriminations systémiques dans le champ des compétences de la Ville à l'Office et en même temps a nommé au sein de son administration le service de la diversité et de l'inclusion sociale comme répondant au niveau de la Ville. Dans les mois qui ont suivi, la Ville s'est affairée à développer ce qu'on appelle le document de référence. Celui-ci est disponible sur notre site et c'est un document qui donne un peu le topo en fait, décrit la compréhension de la Ville par rapport au mandat et les actions menées. Sur le site de la Ville, vous pouvez non, pas sur le site de la Ville, mais sur le site de l'Office, vous pouvez trouver ce document. C'est le document 3.1 dans la liste de documents disponibles de la consultation. Donc, la Commission a reçu ce document de référence le 15 avril 2019. Et donc, le 26 avril 2019, l'Office de consultation publique a annoncé la démarche pour la consultation sur le racisme systémique. Et le racisme et la discrimination systémique, pardon. Donc, oui, comme je disais, la consultation en vertu du droit d'initiative est un outil démocratique qui permet aux citoyens et aux citoyennes d'avoir une influence sur l'agenda et les discussions menées par la Ville grâce à l'obtention d'une pétition et d'un nombre minimum de signatures. Donc, la démarche. La démarche a débuté avec une séance d'information et 3 séances de soirées thématiques. Ces 4 séances ont mobilisé plus de 500 personnes sont venues en personne participer et à travers la webdiffusion en direct ou en différé, plus de 3000 personnes ont participé ou ont visionné les séances pour la prise d'information et ont été capables de poser des questions à la Ville ainsi qu'au groupe de requérants. Par la suite, de juin à septembre, les citoyens et les citoyennes ont pu télécharger une trousse pour être capables d'organiser leur propre séance de discussion sur des enjeux reliés à la thématique abordée par la Commission. Et ce soir, ce qu'on vient vous présenter, c'est la synthèse de la compréhension du mandat ainsi que des pistes de solutions identifiées par les citoyens et les citoyennes. Donc, dans ces activités, 34 activités ont été organisées et plus de 700 personnes ont été mobilisées. Donc, on voit que depuis le début de la consultation, plus de 1200 personnes se sont déplacées pour participer en personne aux événements, soit les séances d'information ou les activités citoyennes. Donc, où est-ce qu'on se trouve maintenant dans le processus? Maintenant, nous sommes en train de faire une rétroaction des pistes de solutions identifiées par les citoyens et les citoyennes, mais en ligne, vous avez également la possibilité de soumettre vos opinions par rapport à la thématique abordée, par rapport aux informations qui vous seront partagées. Il est également possible de soumettre un document à la commission pour qu'il soit considéré dans le rapport final. Donc, comme je disais, cette commission est tenue en vertu du droit d'initiative, ce qui veut dire que la commission est à la recherche de solutions constructives, novatrices, mobilisatrices et implémentables dans le champ de compétences de la Ville et pour le bien de tous et de toutes. Donc, aujourd'hui, lorsque la synthèse vous sera présentée,
vous aurez l'opportunité de réagir. Et un des angles qui serait important, c'est regarder s'il y a des angles morts, s'il y a des sujets qui n'ont pas encore été abordés. Et vous avez l'opportunité de poser des questions ou, comme je disais, de soumettre un mémoire à la commission pour offrir un peu plus de lumière sur ces sujets et ces angles morts. Donc, pour qu'on parle des mêmes concepts, encore une fois, sur le site de la Commission, il y a une panoplie de documents qui présentent des définitions. Dans le contexte de la soirée aujourd'hui, on va s'arrêter sur une définition offerte par la Ligue des droits et libertés. Donc, selon la Ligue des droits et libertés, le racisme systémique se manifeste lorsqu'une institution ou un ensemble d'institutions agissant conjointement, crée ou maintient une inéquité raciale. Cette attitude n'est pas toujours intentionnelle et ne signifie pas nécessairement que le personnel de l'organisme est raciste. Donc ici, une notion importante est que systémique et systématique sont deux mots différents. Donc ici, on parle d'un système et s'il y a système, il y a forcément des personnes qui ont des difficultés ou plus de difficultés que d'autres à accéder au système ou à bénéficier du système. Donc le but de la commission, c'est de se pencher sur ces difficultés d'accès. Donc ce n'est pas de savoir est-ce que ça existe ou ça n'existe pas, mais de savoir quels sont les obstacles et qui fait face à ces obstacles. Maintenant, lorsqu'on parle de discrimination systémique, si on se base sur la définition de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la discrimination systémique repose sur l'interaction dynamique entre des décisions et des attitudes teintées de préjugés, ainsi que sur des modèles organisationnels et des pratiques institutionnelles qui ont des effets préjudiciables, voulus ou non, sur les groupes protégés par la Charte de droits et libertés de la personne au Québec. Donc, à titre de rappel, certains des groupes protégés incluent, ou certaines des catégories incluent la race, la couleur, l'orientation sexuelle, l'état civil, la grossesse, le handicap ou le moyen pour pallier à cet handicap. Donc, un des exemples qu'on cite parfois, c'est quand on parle de discrimination directe, ce serait, disons, dire aucune femme ne peut appliquer à ce poste. Mais quand on parle de politique ou d'institution ou de discrimination systémique, on va dire que les standards pour être admissibles, comme on disait, disons, la hauteur. Donc, tout le monde qui applique doit mesurer 1,80 m. Donc, les femmes ne sont pas mentionnées, mais on voit que cette règle a un effet qui préjudicie certains groupes, par exemple les femmes ou différentes minorités qui n'ont pas la même hauteur. Donc, ici. Donc, quand on parle de racisme et de discrimination systémique, quels sont les groupes qui sont touchés ou visés par ceci? Quand on regarde la population montréalaise et on regarde les personnes qui sont nées à l'étranger ou les personnes qui sont nées ici, mais ont au moins un parent qui est né à l'étranger, on voit que dans l'ensemble de la population montréalaise, 59% répond à ces critères. Donc, c'est quand même un nombre important. L'enjeu affecte une grande quantité de personnes. Maintenant, quand on regarde sous un autre angle, le nombre de minorités visibles ou personnes autochtones vivant dans la population montréalaise, on voit qu'une personne sur trois, 35% des personnes répondent à ces catégories. Donc, c'est quand même un poids important, mais lorsque mes collègues présenteront les différentes conclusions ou les différentes analyses, vous pourrez voir que ces deux différents groupes-là n'occupent pas une place au sein de nos institutions qui reflètent leur poids démographique. Donc, c'est un des angles d'analyse à regarder. Maintenant, quand on parle de différents types de discrimination systémique, il y a d'autres groupes qui sont affectés. Et ceci pourrait être les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes des minorités LGBTQ+. Donc, toutes ces facettes seront considérées par la commission. Et si vous voulez soumettre vos opinions par rapport à des enjeux de discrimination qui affectent ces catégories de personnes, vous êtes la bienvenue. Donc,
une des informations qu'on aimerait présenter, c'est la répartition des personnes affectées par cette commission dans les arrondissements limitrophes à la Maison d'Haïti, où nous nous situons. Donc, en gros, ces diapositives sont disponibles. Bon. Ce n'est pas la bonne diapo, mais juste pour vous expliquer, les bonnes diapos sont disponibles sur le site dans la liste des documents sous l'onglet synthèse des activités contributives citoyennes. Mais pour vous dire, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que quand on regarde les arrondissements d'Ahuntsic, Quartier-Ville, de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, d'Anjou, de Saint-Léonard, de Montréal-Nord, on voit que quand on regarde les personnes de première et de deuxième génération à l'immigration, dans tous ces arrondissements-là, il y a un minimum de 50% d'arrondissements qui répond à cette catégorie et qui va jusqu'à 80% dans Montréal-Nord de personnes issues de la première ou deuxième génération d'immigration. Et quand on regarde les minorités visibles dans tous ces arrondissements que j'ai nommés, on voit qu'au moins un tiers de ces personnes sont issues des minorités visibles ou de groupes autochtones. Donc, je vais aller plus rapidement pour parler des champs de compétences de la Ville. Donc, dans le document de référence soumis par la Ville, comme je vous disais, le document 3.1, si vous allez sur notre site, la Ville définit 2 champs d'action dans lesquels elle intervient sur des questions de racisme et de discrimination systémique. On parle ici que la Ville intervient au niveau de l'embauche, la formation, le comportement de son personnel, le traitement des crimes haineux et le zonage. Par rapport à l'intégration et l'inclusion, la Ville peut également prendre action au niveau du logement social et communautaire, du développement économique sur son territoire, ainsi que de l'accès aux activités culturelles. Et ces sujets vont être ressortis lors des sujets d'intérêt qui sont ressortis durant les activités contributives citoyennes. Maintenant, la Ville, dans le cadre d'entente avec d'autres paliers de gouvernement, agit aussi pour favoriser l'intégration sociale et économique de personnes issues de l'immigration et au niveau de la pauvreté et de l'inclusion sociale des personnes issues de l'immigration au niveau des arrondissements et pour favoriser l'inclusion, la diversité et l'équité au niveau des organismes qui travaillent en culture. Donc, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter le contenu des activités contributives citoyennes. Alors, non, c'est M. Joseph Chinda Kenfo qui va nous présenter la première partie de la synthèse. Il sera suivi de M. Mohamed Ali Yanouri et je ne répéterai pas, je vous laisserai enfiler. Merci, Madame la coprésidente. Je vais commencer par 2 petites précisions. Ce que nous allons présenter tout à l'heure représente les points de vue des citoyens et leurs différentes perceptions des enjeux en lien avec cette consultation. Donc, il ne s'agit nullement des positions de l'Office, mais des positions des citoyens. La deuxième précision, c'est que dans la mesure du possible, nous allons faire une mise en contexte en nous appuyant sur le document 3.1, qui est le document de consultation qui avait été déposé par la Ville dans le cadre de cette consultation. Et comme l'a dit Yula, les citoyens se sont massivement prononcés. Et si vous regardez avec moi la slide qui est au mur, vous allez vous rendre compte que nous avons enregistré 34 activités dans les mois d'août et septembre 2019. Et ces 34 activités ont été organisées par 60 équipes qui ont dégagé 200 pistes de solutions et surtout 700 participants et participantes. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons eu à la fois des individus qui ont participé, nous avons des groupes communautaires, nous avons des associations estudiantines, que ce soit au niveau collégial ou bien au niveau universitaire. Nous avons aussi beaucoup de collégiens qui ont, n'est-ce pas, participé. Alors, sur quoi est-ce que les citoyens se sont prononcés? L'Office, à la base, a défini 8 thèmes en lien avec les différents champs d'intervention de la Ville. Et comme vous pouvez le remarquer sur la slide, il y a les problématiques liées à la culture, la lutte aux inégalités, le profilage social et racial, le logement, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, l'emploi et l'entrepreneurship, les sports et loisirs. Il s'agit donc des thématiques en lien, n'est-ce pas, avec les champs d'intervention de la Ville. Et ce qu'il faut aussi rappeler ici, c'est que
les citoyens, à partir du moment où ils étaient libres de se prononcer, ont eu aussi à se pencher sur des problématiques autres que celles qui sont affichées, notamment les enjeux liés à l'éducation, les enjeux liés à la justice et d'autres enjeux, notamment. Alors, nous allons continuer d'abord par présenter, n'est-ce pas, les grandes tendances. Comme vous pouvez le remarquer, en lien avec les priorités, il y a les thèmes de l'emploi et de l'entrepreneuriat, le profilage racial et social, le logement, qui ont été les trois les plus abordés par l'ensemble, n'est-ce pas, des différents groupes. Et vous avez une idée des proportions à partir de la slide du slide qui est affiché. Et nous allons poursuivre avec les causes transversales, c'est-à-dire que ça, ce sont les principales causes qui revenaient pratiquement tout le temps dans les différents rapports qui ont été soumis à l'Office par les différents groupes qui ont organisé les activités contributives. Nous avons eu en premier point la mécompréhension ou le déni du phénomène de discrimination systémique, c'est-à-dire que dans beaucoup de groupes, il apparaissait qu'il y avait comme un rejet, un déni de la problématique. Et ceci corrobore le rapport des préconsultations, de la tournée de préconsultation qu'a mené l'Office, parce qu'au cours de cette tournée, certaines personnes étaient même surprises du fait qu'en 2018, on parle de racisme à Montréal. Donc ça, c'était l'une des grandes tendances. La deuxième, c'était la présence des biais dans les politiques et les processus. C'est-à-dire que beaucoup de citoyens, notamment en ce qui concerne l'emploi, les processus d'embauche, ont estimé qu'il y avait des biais dans les processus. Nous allons les voir en détail tout à l'heure. La troisième grande tendance, c'était le manque de données pour évaluer l'ampleur du phénomène dans plusieurs champs de compétences de la ville. C'est-à-dire que les gens disaient oui, au niveau par exemple de la police, on peut signaler des éléments, mais on n'a pas toujours accès à toute l'information qui permettrait, n'est-ce pas, de quantifier ou bien d'évaluer l'ampleur. À côté de ces trois principales causes qui ont été mentionnées, nous avons aussi observé que les citoyens ont mentionné la persistance de certains stéréotypes, les disparités territoriales entre les arrondissements et parfois à l'intérieur d'un arrondissement. Au niveau des priorités, comme nous l'avons vu, il y a 4 thématiques, 4 problématiques qui ont beaucoup émergé. Et il faut rappeler que nous avons pu constituer ces statistiques à partir du document, du kit que l'Office avait produit pour les citoyens, parce qu'à la base, il était demandé aux citoyens, à partir de leur expérience professionnelle, de leur vécu ou bien de leur expérience personnelle, d'identifier une problématique qui était susceptible de générer de l'inclusion ou bien de la discrimination. Et à partir de cette problématique, il déterminait les causes. Ensuite, à partir de 3 verbes d'action, essayait de dégager 3 pistes de solutions par verbe d'action. Et à la fin, il priorisait. Donc, à partir de toutes les priorités que les citoyens ont relevées, nous avons constaté, comme le montre cette slide, que l'emploi, l'entrepreneuriat, les problématiques liées au profilage ont beaucoup émergé. Et parmi les actions identifiées comme prioritaires, tous champs confondus, il y avait la problématique de l'adoption ou la révision des politiques et règlements. Il y avait une meilleure diffusion de l'information parce que certains citoyens ont constaté en lisant les documents que la ville a fournis à l'Office qu'il y avait beaucoup de choses que la ville faisait, mais que les citoyens n'étaient pas suffisamment informés. C'est pour ça que les enjeux liés à la diffusion de l'information ont été très importants et surtout l'accompagnement des personnes vulnérables. À partir de ces grandes tendances, nous allons prendre quelques thèmes de façon spécifique, notamment pour ce qui a trait à l'emploi et l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez l'observer, nous allons d'abord commencer par une mise en contexte. Si vous vous référez au document 3.1 de la Ville de Montréal, qui est disponible sur le site de l'Office de consultation publique de Montréal, vous allez vous rendre compte que la Ville intervient au niveau des programmes d'embauche et de mobilité en emploi. C'est-à-dire que la Ville elle-même est d'abord un employeur. La Ville, c'est environ 26 000 emplois.
La deuxième possibilité d'intervention, c'est au niveau de l'octroi des contrats à des fournisseurs. C'est-à-dire que la ville est un contracteur, la ville octroie des contrats à des fournisseurs et à partir de ces contrats peut avoir un impact au niveau de l'embauche. Le troisième élément, c'est les campagnes de promotion de la diversité en emploi que peut mener la ville. Donc, à partir de ce document, il nous est dit que, tel que vous pouvez le voir, 20 062 personnes sont employées permanents à la ville de Montréal. Et sur ce chiffre, 10,6% se sont identifiés comme appartenant à une minorité visible. Ensuite, 5,5% se sont identifiés comme appartenant à une minorité ethnique. 0,3% se sont identifiés comme appartenant au peuple autochtone et 0,8% comme personnes vivant avec un handicap. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de proportion, on se rend compte que les minorités visibles qui représentent 34,2% de la population de la ville de Montréal sont sous-représentées avec 10,6%. Les peuples autochtones, qui constituent environ 0,9% de la population de la ville de Montréal, représentent, ou ceux qui sont identifiés comme peuples autochtones, représentent 0,3% au niveau des emplois permanents. Le deuxième élément, c'est qu'à la ville de Montréal, tel que les chiffres fournis par la ville l'indiquent, vous avez 5 625 employés temporaires. Et là, on constate que ceux qui sont identifiés comme appartenant à des minorités visibles représentent environ 25,3%, c'est-à-dire une forte représentation, même si ce chiffre n'atteint pas déjà leur proportion en termes de population. Et les peuples autochtones stagnent aussi, ils sont stables à 0,3%. Voilà deux petits chiffres. Et à partir de ces différents éléments, il y a des écarts manifestement qui sont observés et la ville, n'est-ce pas, a fixé des cibles pour essayer de réduire ces écarts-là. Et ces cibles sont de 35% de personnes des groupes ciblés. Au niveau toujours de l'emploi, les participants ont identifié 109 enjeux qui expliquent la sous-représentation des peuples autochtones et des minorités visibles au niveau des emplois et des programmes à la ville. Ceci beaucoup plus en lien avec les postes professionnels et les postes de cadre et de direction. Et ces différents enjeux-là avaient trait à l'accessibilité aux programmes et aux emplois. La question de la non-reconnaissance des diplômes et de l'expérience professionnelle a été mentionnée à plusieurs reprises. Le faible accès des minorités aux contrats à la ville, la problématique du référencement, ce qu'on appelle globalement le réseautage. Il y avait aussi des enjeux liés au processus institutionnel, notamment l'opacité ou l'absence de rétroaction dans les processus de traitement des candidatures. Parce qu'à la lecture de ce que les citoyens ont envoyé comme cause, comme problématique, qui sera disponible bientôt dans son entièreté sur le site de l'Office, certains citoyens estimaient qu'il était difficile pour un candidat qui a postulé à la ville de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas été appelé ou pourquoi est-ce que sa candidature a été rejetée ou concrètement, qu'est-ce qui n'a pas bien marché après son entrevue. Au niveau des pistes de solutions, les citoyens ont dégagé 99 solutions, 99 pistes qui avaient beaucoup plus trait à la problématique des cibles d'embauche qu'ils voudraient que la ville en fasse des objectifs contraignants. C'est-à-dire que les gestionnaires à la ville reçoivent des objectifs qui sont un peu contraignants. Il y avait aussi la question des programmes de parrainage que les citoyens ont beaucoup apprécié, mais ils estimaient que la ville pouvait bonifier les programmes de parrainage et surtout encourager aussi les employeurs privés, non seulement à mettre en place des programmes de parrainage, mais aussi pourquoi pas adopter des programmes d'accès à l'égalité en emploi qui sont beaucoup plus, qui concernent beaucoup plus les entités publiques, municipales, etc. Et à partir de là, du moment où la ville octroie 2,9 milliards de dollars de contrats à des fournisseurs par an, les citoyens ont estimé qu'à partir des clauses ou bien des obligations contractuelles, elles pouvaient encourager ou motiver les acteurs privés à en faire autant.
La deuxième proposition, ou bien la troisième, la troisième, c'était qu'il y ait une transparence ou une rétroaction dans les processus d'embauche au niveau de la ville avec la mise en place des mécanismes de surveillance des pratiques discriminatoires au niveau des RH. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de citoyens qui ont souhaité que la ville utilise son pouvoir d'influence auprès d'employeurs privés et même du gouvernement du Québec pour non seulement favoriser la diversité ou promouvoir la diversité en emploi, mais aussi favoriser la mise en place des mécanismes de reconnaissance des compétences, de l'octroi des équivalences et la reconnaissance des diplômes. Il faut rappeler ici que c'est une compétence qui relève du gouvernement du Québec, notamment le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, c'est-à-dire ce qui était connu avant comme MIDI, ministère de l'Immigration, de l'Inclusion et de la Diversité. Au niveau de la deuxième thématique, le profilage racial et social, la Ville de Montréal s'est lancée dans un processus, comme l'indique le document 3.1, pour combattre tout profilage social au sein de ses unités et de ses effectifs. Et il ressort que la consultation qui avait été menée en 2017 avait donné lieu à 31 recommandations que la Ville s'est engagée à suivre. Et actuellement, elle se traduit par l'élaboration d'indicateurs d'évaluation de comportement de profilage. Qu'est-ce que les citoyens ont relevé? Les citoyens pensent que près du tiers des problèmes identifiés portent sur les processus institutionnels, sur la surreprésentation de certains groupes lors des interventions policières. Et les causes les plus mentionnées consistent ou concernent, pourtant pour moi, les arrestations et les méthodes d'intervention qui sont jugées disproportionnées, le traitement différencié de jeunes de certaines communautés, notamment les Noirs, les Arabes et les peuples autochtones, et qui avaient nécessairement un bris de confiance envers les institutions et la police. En conséquence, il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes de situations et n'osent plus se plaindre à la police parce qu'il y a un bris de confiance. Et certains aussi ont dénoncé la culture de l'impunité qui a cours au sein du corps policier et surtout les situations de harcèlement au travail qui toucheraient certaines minorités au corps de la police. Là, il s'agit de ce que les citoyens ont relevé. Au niveau des solutions qu'ils ont proposées pour combattre le profilage, beaucoup ont insisté sur la création d'un poste de responsable à la lutte au profilage social et racial ou bien d'un bureau indépendant qui serait chargé d'enquêter sur les plaintes reçues par les citoyens des citoyens envers les policiers. La deuxième, c'était la réforme ou bien la bonification de l'ensemble des formations qui sont suivies par les policiers en lien avec la diversité et le profilage. Et il y a plusieurs problématiques qu'ils ont soulevées en lien avec cette formation, notamment le contenu de la formation, les heures de formation, le profil des formateurs, etc. Un élément aussi qui a été important, c'était que la Ville peut davantage informer les populations en ce qui concerne leurs droits et surtout apporter un soutien qui peut être psychologique, qui peut être financier, qui peut être juridique aux personnes qui sont victimes de profilage ou bien de brutalité policière. La dernière, c'était la publication des statistiques et des données relatives au profilage social et racial. Et cette observation des citoyens a été aussi confirmée par le rapport qui a été publié le 7 octobre 2019, le rapport qui a été publié par 3 chercheurs indépendants après avoir exploité les données du SPVM. La troisième problématique qui a beaucoup intéressé les citoyens, c'était la problématique du logement. En effet, 43 problèmes ont été identifiés et portaient essentiellement sur la question de l'accessibilité, la méconnaissance des droits par les locataires, la complexité des processus et surtout
la nécessité d'assurer un encadrement adéquat. Parmi les causes les plus soulignées par les citoyens, il y a l'insuffisance de logements sociaux et abordables, il y a l'insalubrité et l'absence d'entretien, il y a surtout la discrimination d'accès au logement, qui parfois est basée sur la langue, la taille de la famille, l'origine ethnique. Beaucoup de citoyens ont affirmé que, très souvent au téléphone, le propriétaire a parfois tendance à vous demander le nombre d'enfants que vous avez. Si vous donnez un certain chiffre, alors il vous dit poliment que la maison a déjà été occupée, alors que parfois ce n'est pas le cas. Et beaucoup ont dit avoir envoyé d'autres personnes aller appeler, aller visiter aux mêmes adresses et c'était disponible. L'un des éléments qui a beaucoup marqué, c'était les préoccupations liées aux coopératives d'habitation. Beaucoup ont estimé que les critères étaient inadaptés. Les critères de sélection des membres des coopératives étaient inadaptés à la situation de nombreux demandeurs et surtout la sous-représentation des minorités au sein de ces coopératives et surtout et principalement aussi l'absence d'expertise en démarrage. C'est-à-dire que les groupes qui ont travaillé sur cette problématique disaient de façon répétée qu'il y a des jeunes, il y a des groupes qui sont issus des milieux défavorisés, qui ont bien envie de lancer une coopérative, mais ça prend des processus, ça prend des procédures, ça prend un minimum d'expertise qui n'est pas toujours disponible. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé comme piste de solution? Il y a 39 pistes de solutions qui se sont dégagées, notamment l'augmentation de l'offre de logement social et abordable, la bonification des programmes d'accès au logement. Et ils ont aussi insisté sur le fait que la ville peut mettre à la disposition des groupes les plus défavorisés une certaine expertise en termes d'accompagnement en démarrage de coopératives et surtout donner davantage de moyens au comité de logement afin qu'ils puissent mettre suffisamment de pression sur des propriétaires indélicats. À la fin, comme vous pouvez le constater, les pistes de solutions en matière de logement n'étaient pas orientées spécifiquement vers des groupes qui nous intéressent beaucoup, mais ça touchait tous les segments de la population, tout le segment des gens qui sont vulnérables, c'est-à-dire qui vivent avec un certain revenu. Et à la fin, les citoyens ont pensé que la ville peut utiliser une fois de plus son pouvoir d'influence pour faire en sorte qu'il y ait des modifications importantes au niveau de la loi pour donner du pouvoir au comité logement ou bien aux inspecteurs d'arrondissement, aux inspections d'arrondissement, afin qu'elles puissent davantage agir. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ainsi? C'est que lorsqu'on lit ces différents rapports, il revient constamment que, oui, il y a les inspections dans les arrondissements, les services d'inspection, mais ils font des constats, il faut transférer les dossiers à la régie du logement qui relève de la compétence du gouvernement du Québec, c'est-à-dire le gouvernement provincial. Et ils ont donc estimé que la ville pouvait aller chercher plus de pouvoir pour davantage agir en matière de salubrité, etc. Pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Mohamed. Merci, Joseph. Merci beaucoup, Joseph. Alors, je reprends la balle au bon et on va passer au prochain thème qui a été abordé de manière assez prédominante lors des activités contributives, qu'il s'agit de la lutte aux inégalités. À ce moment-ci, je vais peut-être juste réajuster le micro. Je suis un petit peu moins grand que mon collègue, mais je ne discrimine personne sur la taille. Mais cela étant dit, avant d'aller plus précisément dans les choses qui ont été abordées, on aimerait faire une petite contextualisation de la situation à Montréal en termes d'inégalité. Selon les dernières statistiques disponibles, qui sont celles du recensement de 2016 à Montréal, on constate qu'il y a à Montréal un niveau de faible revenu de 19% à travers les ménages. Qu'est-ce qu'on entend par faible revenu? C'est tout simplement toute personne et foyer qui dépense une proportion
très importante de ses revenus pour se loger ou pour des besoins de première nécessité. Alors, à ce niveau-là, la moyenne montréalaise est à 19 %. Mais quand on compare ça aux populations qui nous intéressent dans le cadre de notre consultation, certaines des populations qui nous intéressent, on s'aperçoit qu'il y a une certaine dichotomie, notamment au niveau des personnes immigrantes, donc les personnes qui sont venues d'ailleurs pour s'installer ici au Canada. 24 % d'entre elles se trouvent dans une situation de faible revenu. Et ensuite, dans ce chiffre-là, 34 % des nouveaux arrivants, donc les personnes qui sont ici depuis moins de 5 ans, on se retrouve que 34 % d'entre elles, donc plus du tiers d'entre elles, sont dans une situation de faible revenu. Donc, dès l'arrivée ici, beaucoup de ces personnes se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Et à ça s'ajoutent aussi les personnes autochtones. Donc, quand on dit autochtone, c'est toute personne issue des Premières Nations, des peuples inuits et des personnes métisses. Donc là, ce chiffre-là représente 27 % des personnes autochtones se retrouvent dans une situation de faible revenu. Donc, il y a quand même une proportion importante à ce niveau-là. Note également, en lien avec les personnes autochtones, on dénote aussi qu'en situation d'itinérance, ils sont surreprésentés dans une mesure de 12 %. Alors que au niveau montréalais, et d'ailleurs, on s'excuse, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans une de nos diaporamas précédentes. La proportion montréalaise d'Autochtones est de 0,6 % et non de 0,9 %. Donc, on voit quand même là, qu'il y a pour un très peu grand nombre de personnes, elles se retrouvent quand même dans une situation où est-ce qu'elles sont fortement représentées. Cela étant dit, la Ville de Montréal soutient et stimule le développement social par la lutte à l'exclusion et la lutte aux inégalités par une panoplie de programmes. Suite à ça, lorsqu'on va directement dans ce qui a été abordé par les différents participantes et participants, ce qu'on retrouve essentiellement là, comme les principales préoccupations sont des questions attrayant à l'accessibilité et disparité territoriale. Dans l'accessibilité, c'est vraiment l'accessibilité aux services. Donc, on dénote qu'il y a des difficultés d'accès dans l'obtention de services pour certains groupes, notamment dues à des situations de barrières linguistiques dans les personnes dont le français et l'anglais n'est pas nécessairement la langue maternelle, ont de la difficulté à se faire servir dans les services publics qui existent. Et aussi au niveau du statut légal. Parce que, bien que ce soit un peu méconnu, il y a énormément de services, dont certains offerts à la Ville de Montréal, qui nécessitent d'avoir un statut légal quelconque pour être en mesure d'être assisté. Donc, les personnes qui sont en attente d'un statut, par exemple, qui font le requérement du statut de réfugié, peuvent parfois être incapables d'accéder à certains de ces services publics. Et aussi, certaines personnes dans des situations de santé mentale, avec des situations de santé mentale, se retrouvent, elles aussi, dans l'incapacité d'avoir accès à des services parce que certains d'entre eux ne sont pas adaptés à la réalité dans laquelle ils se trouvent. Il y a aussi le manque d'information, tout simplement, et l'inégale répartition des ressources à travers le territoire. Donc, quand on dit manque d'information, c'est que souvent, des membres de communautés issues de la diversité disent que l'information par rapport à la disponibilité de qu'est-ce que fait quoi pour qui ne se rend pas nécessairement directement à eux. Donc, il y aurait un effort supplémentaire pour rejoindre ces gens qui devraient se faire. Et aussi le fait que d'un territoire à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, et même dans un territoire, la proportion d'accès aux services disponibles, aux différentes ressources, est assez variable. Donc, les solutions qui ont été évoquées principalement en ce sens-là, on parle de mettre des personnes ressources à la disposition des populations vulnérables. Donc, d'avoir des gens qui ont une spécialisation, une spécificité dans le travail qu'ils font pour être en mesure d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, favoriser la concertation entre les différents acteurs socio-économiques présents à Montréal, donc entre les entreprises privées, mais aussi la ville, tout simplement, et augmenter le financement aux organismes communautaires
on s'assurer qu'il soit continu et qu'il comprenne des spécificités à l'égard des populations plus vulnérables. Donc, que ce ne soit qu'on aille au-delà de l'appel des financements par appel de projet, que le financement se fasse de manière annuelle et qu'il soit constant, tout simplement. Au-delà des différents thèmes qu'on a eu l'occasion d'aborder durant la consultation, on a aussi trouvé important d'être en mesure d'aborder certains groupes spécifiques pour être en mesure d'entendre les problématiques et les enjeux qui leur sont propres. C'est notamment le cas avec les personnes autochtones. Et on a eu la possibilité d'avoir une activité contributive avec le Native Montreal Youth Council, où est-ce qu'il y a eu un échange sur des enjeux, des problématiques, mais aussi des solutions qui étaient très spécifique à la situation autochtone, la situation des groupes autochtones à Montréal. Et principalement, les problématiques qu'il soulevait, c'est vraiment le fait qu'il y a, qu'ils sont maintenus dans une espèce de cycle sans fin de la pauvreté. Notamment, je parlais de la représentation en itinérance à 12%. C'est un des éléments qui est ressorti. Le fait qu'ils n'ont pas accès on n'est pas en mesure d'accéder à du logement social ou abordable. Il y a une perpétuation de stéréotypes, de préjugés, une stigmatisation, mais tout simplement le fait qu'on a vraiment l'impression on ne reconnaît pas leur existence et aussi on a une incompréhension et une insensibilité par rapport aux réalités que ces personnes vivent. Pour faire face à ces éléments-ci, certaines des solutions qui ont été proposées étaient d'augmenter les cibles d'embauche visant les peuples autochtones à la Ville de Montréal. Donc, qu'il y ait des chiffres spécifiques pour ces personnes, mais aussi que ces cibles-là soient augmentées. Donc, augmenter le nombre de logements sociaux et en garantir un nombre minimal pour les personnes autochtones. Améliorer la qualité de la formation des forces de police et des forces de l'ordre en intégrant des éléments qui sont spécifiques aux peuples autochtones. Donc, dans des questions de profilage racial et social, d'avoir une offre de formation qui est adaptée et qui permet de faire comprendre réellement aux policiers qu'est-ce que la réalité des personnes autochtones présentes à Montréal, mieux collaborer avec les groupes présents, mais aussi et qu'il y ait des campagnes de sensibilisation par la promotion d'art, d'affiches, de l'histoire autochtone, tout simplement. Et aussi, il y a certains individus qui ont notamment mentionné la possibilité de faire reconnaître dans la charte montréalaise le fait que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Ensuite, en culture, un thème qui a été abordé dans une proportion un petit peu moindre, on retrouve 3 éléments au niveau des problématiques qui ont été soulevées. Le manque de transparence dans les processus de sélection de projets artistiques, donc le fait que quand un artiste applique pour avoir de l'argent pour un projet, on trouve qu'il y a une espèce de part d'ombre par rapport à pourquoi on n'a pas été retenu ou tout simplement qui est en charge de mener ces processus de sélection. Le manque de diversité sur les jurys, donc le fait que les jurys ne sont pas représentatifs de la population montréalaise, et aussi le sous-financement de certaines disciplines artistiques et de certains artistes dits de la diversité. Donc, notamment, un exemple de ça, c'est qu'on a certaines personnes qui nous ont parlé du fait qu'en art visuel, beaucoup d'artistes de la diversité ont de la difficulté à obtenir du financement pour pouvoir, dans le fond, tout simplement aller de l'avant avec leurs différents projets. Et les principales solutions en ce sens-là qui sont sorties, donc s'assurer qu'il y ait une meilleure répartition des ressources à travers les territoires. Donc, s'assurer qu'on sort qu'on sorte des centres et qu'on permette aux artistes de pouvoir vivre de leur art, mais de manière plus équitable à travers le territoire, donc aller vers les périphéries. La promotion de la diversité aux moyens de communication qui sont représentatives. Donc, en plus de faire la promotion de la diversité, s'assurer que la manière dont la ville communique, qu'elle utilise des images ou tout simplement une illustration de la vie montréalaise qui est représentative de la diversité. Et finalement, de la médiation culturelle par l'organisation de forums, d'échanges, des visites de lieux, et ou tout simplement faire la promotion d'une histoire qui est plus représentative de la diversité. Et pour conclure, évidemment, dans la consultation, on a un nombre total de thèmes qui se chiffre à 8.
Mais c'est sûr qu'il y a certains thèmes qui ont été abordés de manière vraiment moins significative. C'est le cas c'est le cas pour l'aménagement du territoire, des sports et loisirs et la participation démocratique. Donc, en rafale, qu'est-ce qui s'est dit par rapport à ces choses-là? On parle dans l'aménagement du territoire, on parle d'une répartition inégale des équipements collectifs, donc les parcs, les pistes cyclables et des services, et une répartition inégale des services, notamment le transport en commun. Donc, on parle la présence de stations de métro, la fréquence de passage des lignes d'autobus, ou tout simplement même comment certaines lignes d'autobus sont conçues à Montréal, qu'on trouve qu'elles ne sont pas, c'est pas adéquat par rapport aux besoins des populations locales. La persistance de déserts alimentaires, donc le fait qu'il y ait des endroits à Montréal où est-ce qu'on réside et où est-ce qu'il est difficile d'avoir accès de manière immédiate à des aliments dans sa périphérie. L'inaccessibilité financière de certaines disciplines sportives. Donc, certaines disciplines sportives sont trop coûteuses pour certaines populations, certains membres de la population. On a parlé du fait que souvent, les installations sportives à Montréal, bien qu'elles sont détenues en majorité par la ville, les stations publiques sont détenues par la ville, souvent leur utilisation est laissée à des associations qui sont privées, donc qui sont laissées à elles-mêmes en termes de comment les tarifs sont appliqués, etc. Et tout simplement, une crise de confiance des personnes issues de la diversité envers les institutions municipales et les partis politiques municipaux. Donc, que les membres de la diversité ne se voient pas dans les institutions et dans les partis qui sont censés les représenter, tout simplement. Et au niveau des solutions qui ont émergé, donc augmenter l'offre de services dans les territoires en périphérie, encore une fois, notamment en transport en commun, adapter les infrastructures aux besoins des populations, notamment les familles, les personnes en situation de handicap et aussi les personnes aînées, l'accompagnement des populations marginalisées, une meilleure représentativité au niveau des preneurs de décisions et qu'il y ait un renforcement de la concertation avec les différentes communautés. Et voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Joseph. Merci, Yula. Alors, on va maintenant prendre une pause de 15 minutes. J'invite tous ceux et celles qui souhaitent faire un commentaire, poser une question, apporter une solution, à aller s'inscrire au registre qui est à l'entrée de l'immeuble. N'oubliez pas de préciser si vous avez des enfants. Vous allez pouvoir passer plus rapidement. Je veux aussi vous rappeler, il faudrait changer, s'il vous plaît, la dia, que vous avez jusqu'au 17 novembre pour nous faire parvenir une opinion en ligne. Vous pouvez le faire dès maintenant. Il y a un cours. Vous pouvez aller sur notre site, vous cliquez un des thèmes qui vous intéresse, vous répondez à 2 questions qui vous sont suggérées, vous nous écrivez brièvement ce que vous pensez de cette thématique et ça nous est déjà acheminé. Vous pouvez aussi, si vous savez ce que vous voulez dire à la commission, nous faire parvenir dès maintenant votre opinion ou votre mémoire. Mais si vous voulez nous les présenter en personne, vous devez vous inscrire d'ici le 31 octobre à 16h pour dire nous voulons aller devant vous et nos auditions vont débuter le 4 novembre. Voilà, alors c'est à vous d'aller vous inscrire si vous voulez poser quelques questions d'éclaircissement ou nous faire connaître vos commentaires sur ce que vous avez entendu jusqu'ici. Merci beaucoup. On reprend dans 15 minutes. Nous allons donc entendre les commentaires, questions de clarification sur la synthèse des activités citoyennes ou vos propositions de solutions des personnes qui se sont inscrites au registre. Nous avons 3 inscriptions. Nous commençons selon notre façon de faire habituelle par une femme et j'invite Madame Marie-Pierre Kouassi à se présenter en avant. Non, ici, oui, c'est vrai. Désolée, Madame Kouassi. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous demande bien sûr de limiter les préambules le plus possible pour qu'on puisse Allez, droit être au but. productif. Oui. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, c'est une interrogation, peut-être aussi une suggestion.
pour remettre en contexte, moi, je suis coordonnatrice de projet à la coopérative, à la Fédération des coopératives d'habitation, en fait. Donc, la question logement, ça m'intéresse particulièrement. Je suis aussi très engagée dans les questions de droits des femmes. Donc, c'est un projet femmes. Je suis au Conseil des Moralaises en tant que soutien communication aussi. Donc, ça va être dans cette optique-là que mon questionnement vient devant vous aujourd'hui. En fait, on est dans une ère où on entend beaucoup parler d'intersectionnalité. On se pose des questions à savoir de quelle manière est-ce qu'un même individu peut vivre des discriminations multiples en fonction de ses identités multiples. Dans la présentation des données, dans la présentation des résultats, j'ai pas senti beaucoup de données qui étaient désagrégées au niveau de ces autres identités, par exemple. Donc, j'ai l'impression qu'on présentait beaucoup, par exemple, les personnes issues de l'immigration ou les personnes s'identifiant comme minorité visible comme étant un bloc homogène, alors que la réalité des femmes, par exemple, peut être très différenciée. On parle d'expériences différentes, de perspectives différentes aussi. Donc, voilà ma mise en contexte. Ma question, c'est de quelle manière est-ce que, dans toutes les données qui ont été collectées, de quelle manière est-ce que cette réalité-là intersectionnelle a été prise en compte? Est-ce qu'il y a des tendances qui ont été dégagées? Et puis, ma suggestion serait peut-être de faire ressortir ces éléments d'analyse-là quand on présente les synthèses parce que c'est très important. Donc, voilà. Merci. Merci. Je considère, je prends d'abord la suggestion qui me semble très pertinente. Effectivement, la question d'intersectionnalité est très vivante, elle est incarnée. Je ne sais pas si du côté des secrétaires analystes ou d'un analyste, Mohamed, il va pouvoir répondre à votre question. Espérant que je n'ai pas encore à me battre avec le micro. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour votre question. C'est effectivement un point très pertinent que vous abordez. Tout d'abord, j'aimerais quand même remettre les choses en contexte. Ce qu'on vous présente aujourd'hui à travers cette synthèse, le mot le dit elle-même, c'est que c'est une synthèse. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on essaie de faire ressortir les grandes lignes des choses qu'on a entendues à travers les 34 activités, 32, la trentaine d'activités contributives à laquelle on a qui ont eu lieu, tout simplement. Alors, forcément, dans un souci de concision, on ne peut pas nécessairement faire ressortir toutes les choses qui ont été abordées. C'est pour ça que dans la présentation à laquelle on s'est prêté, la plupart des informations qui étaient là, elles s'engageaient à dresser le plus fidèlement possible les grandes tendances par rapport aux enjeux de lutte aux inégalités, de logement, de profilage racial social, d'emploi et j'en passe. Cela étant dit, il y a quand même eu, lors des activités contributives, des éléments de questionnement, de réflexion, d'enjeux, de problématiques qui étaient spécifiques à certaines populations. On a par exemple des groupes, certains groupes qui, justement, leur clientèle cible sont souvent des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont, de par une position monoparentale, nouvellement arrivées, aussi même qui ont vécu qui sortent de relations abusives et qui, dans un nouveau pays, se retrouvent un peu sans forcément une ressource immédiate. Et ces organismes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils soutiennent ces gens-là. Donc, ce genre de discussion-là, d'échanges ont eu lieu. Ça n'est pas la question. Après ça, comment être en mesure d'accéder à ces échanges-là? Dans les plus brefs délais, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en ligne sur le site de l'Office de consultation publique les données dites brutes de l'ensemble des échanges qui ont eu lieu. Et il sera possible de consulter ces données-là, autant au niveau des problématiques, mais aussi au niveau des solutions qui ont été abordées. Et aussi, je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de notre analyse, dans le cadre de l'analyse générale de la consultation et dans le rapport qui va être produit éventuellement, l'intersectionnalité est une préoccupation. Parce que, évidemment, la question du genre n'est pas du genre où, par exemple, des orientations mon Dieu, excusez-moi, des orientations sexuelles ne sont pas forcément un regard premier de notre travail, mais
il y a quand même, dans une situation d'intersectionnalité où est-ce qu'il y a plusieurs éléments qui se retrouvent, c'est quelque chose qu'on prend en considération, évidemment. J'espère que ça répond à votre question. Merci. De toute façon, il y a notre collègue M. Thuot, Jean-François Thuot, qui aimerait également ajouter quelque chose. En fait, c'est plus une question à la dame qui Madame Poissy. Oui, Madame Poissy. Alors, j'ai capté que vous étiez à la Fédération des coopératives d'habitation. Alors, c'est un mot magique pour nous parce que c'est la problématique du logement, incluant les coopératives d'habitation. C'est un thème qu'on a souvent effleuré jusqu'à présent dans nos pré-consultations, dans les ACC. Et on est toujours un petit peu resté sur notre faim pour bien comprendre comment se déclinait la problématique discriminatoire basée notamment sur le profilage racial dans ce domaine-là. Et à partir de ce que vous avez pu observer dans les ACC et qui ont été présentés par nos analystes, et je vous pose la question à chaud, comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire de ce que vous avez vu et entendu? Est-ce que vous êtes sur votre faim? Est-ce que vous avez des commentaires à nous formuler? Mais, oui, en fait, j'en ai. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille sur un projet particulier. En fait, c'est un financement de Conditions féminines Canada qui est un peu séparé là, de toute la structure et la mécanique de la FECHIM, qui est la Fédération des coopératives d'habitation. Mais quand même, j'ai des échos. Puis il y a beaucoup de préoccupations, justement, au niveau d'une meilleure intégration des femmes, parce que moi, c'est là-dessus que je travaille, mais aussi de la question des nouveaux arrivants dans les coopératives d'habitation. Ce que vous avez mentionné, c'est une réalité qu'on rencontre. Justement, par rapport, on a parlé, je pense, des conditions de sélection, des personnes qui vont rentrer dans les coopératives et tout ça. Puis ça, c'est un grand enjeu. La première chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place actuellement dans les coops, donc c'est difficile d'accéder. Après, les gens qui ont des coops ou qui sont sur des CA de coop vont rechercher des compétences particulières ou des profils particuliers. Donc, on connaît cette tendance d'aller chercher souvent quelqu'un qui nous ressemble. Donc, ça, c'est des réalités qui sont présentes dans le milieu des coopératives d'habitation aussi. Et puis, sinon, ce qu'on remarque souvent, c'est, par exemple, c'est au niveau de la compréhension des valeurs coopératives. Donc, il y a tout un mouvement coopératif qui est très ancré, qui est très québécois. Là. Il y a une manière de comprendre toutes ces valeurs-là, ce système-là, juste la manière de présenter son dossier pour accéder à la coopérative. Donc, tout ça, c'est des enjeux qui sont réels. Puis, justement, la FECHIM vient d'avoir un nouveau projet qui est avec le binôme, en fait, qui se penche sur cette question-là, à savoir de comment est-ce qu'on peut mieux intégrer les nouveaux arrivants dans les coopératives. Donc, rapidement, comme ça, c'est la réponse que je peux donner. S'il y a besoin d'avoir plus d'informations, mais je peux laisser mes coordonnées, je peux vous mettre en contact avec des gens à la FECHIM qui vont être peut-être mieux en mesure de répondre que moi, mais sinon, c'est des réalités qui sont là, oui. Vous saurez aujourd'hui que nous sommes particulièrement gourmands parce que j'ai une autre commissaire qui souhaite vous parler. Mais on veut garder votre expertise et votre énergie. Justement, vous abordez des sujets extrêmement pertinents et on vous invite à déposer une mémoire. OK. Et ou de venir le présenter, ou de présenter vos opinions avec ou sans mémoire lors de nos séances d'audition. Excellent. Donc, super. On va se revoir. Il n'y a pas de problème. C'est excellent. Merci. Merci, Madame Kwasi. Alors, je vais maintenant inviter M. Balarama Holness au micro. Bonjour. Bonsoir. La présentation était excellente. La dernière fois que je suis venu faire la présentation, c'était tellement bien, j'avais rien à dire. Et là, tout le monde me dit hey, « Pourquoi tu ne parles pas? » Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon nom, mais en tout cas... Le plaisir du micro, qu'on appelle ça, M. Holness. Oui. OK, fine. Une question sur l'enjeu de juridiction. Ça se soulève beaucoup. On a parlé un peu d'éducation dans ce cadre ici et d'autres enjeux reliés à la juridiction. Et puis, dans l'analyse de ce dialogue-là, comment que la Commission le voit? Est-ce qu'on le voit en termes de on ne peut pas gérer cet enjeu-là, donc on oublie et ça ne va pas se présenter dans les recommandations, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va dire que on va demander à Québec de avoir un œil sur cet enjeu
ou de demander à la Ville de Montréal, propose de pouvoir, comment qu'on va l'articuler dans les recommandations? Vous êtes très curieux et vous savez qu'on ne donnera pas de scoop ici ce soir, puisque une grande partie de notre travail d'aller chercher ce que la population désire dire à la commission n'est pas fait encore. On a, oui, rencontré des centaines et presque un millier de personnes, mais ça continue. Donc, le problème de juridiction que vous évoquez, c'est dans toutes sortes de sujets, j'imagine, thématiques, autant le logement, l'éducation, on est d'accord que ce n'est pas dans une compétence de la Ville. Et nous allons réfléchir à la meilleure façon de décrire nos recommandations pour qu'elles soient pertinentes, applicables, innovatrice idéalement, et qu'elle impose un geste. On a l'intention véritablement de bien écouter ce que la population nous demande. Et vous le savez, Monsieur Holness, vous êtes bien placé pour le savoir. Nous ne sommes pas une commission d'enquête. Nous sommes une commission qui fait de la consultation. Donc, on est capable d'analyser ce que la population nous dira. Et vous avez raison, il y aura sans doute des niveaux de recommandations autour des juridictions. On verra. Merci de votre question. Est-ce que j'ai 2 questions? Oui, vous avez le droit à 2 questions, bien sûr. Oui, allez-y, Monsieur Habib. Oui. Justement, sur la question de l'éducation, il y a 1001 façons de parler de l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par l'éducation? Mais par exemple, dans les diapos, on avait mentionné qu'il y avait du bullying envers des jeunes autochtones dans les écoles. Donc, peut-être la façon, peut-être que les professeurs, les étudiants, disons, imposent un genre de préjudice envers quelques personnes. Donc, est-ce qu'il y aurait une politique ou un changement de cursus ou quelque chose qui changerait? Je sais que ça, c'est très provincial. C'était juste de demander comment on va aborder l'enjeu, ou d'environnement, par exemple. Comment qu'on va aborder les enjeux? Est-ce que c'est juste on les oublie parce que ce n'est pas dans notre pouvoir, ou est-ce qu'on peut demander dans les recommandations une action à un niveau gouvernemental différent? Ça fait du sens. Yeah, sure. Judy, allez-y. Oui. Comment est-ce que vous suggérez qu'on aborde ces enjeux? Tout simplement dire à Québec que Montréal n'a pas pouvoir sur XYZ. On demanderait à Québec d'agir de telle sorte. Par exemple, très simple, on demande à Québec de tenir une consultation publique sur le racisme systémique. Donc là, les enjeux d'immigration, d'éducation, etc., rentreraient dans leur cadre, mais ça serait une recommandation à un autre niveau, tout simplement. C'est que we are admitting that we can't act on the issue, so we're asking you with your powers to act on the issue. On vous a bien compris la deuxième question, intervention? Oui. C'était plutôt sur la recherche. Donc, les 31 recommandations qui ont été faites en 2017 ont demandé à des chercheurs de démasquer les enjeux reliés au profilage racial, profilage social. Et le rapport qui est sorti nous a donné une perception de c'était quoi l'ampleur de l'enjeu. Et là, c'était surpris que il y a beaucoup de gens étaient très surpris des résultats. Mais nous, on le savait tous. Mais les résultats, le data nous a facilité à comprendre l'enjeu. Qui veut dire que quand on aborde des enjeux, par exemple, environnementaux, est-ce qu'on peut demander à des urbanistes de faire leur recherche sur le verdissement des arrondissements pour connaître l'ampleur de la problématique reliée à des enjeux pour que les recommandations, encore une fois, ouvrent des portes et nous éclaircissent sur des problématiques qu'on n'a pas toutes les données ou toute l'information. Donc, est-ce que les recommandations vont demander des chercheurs
de mettre un emphase sur certains enjeux, comme peut-être le logement. C'est quoi le pourcentage de personnes issues d'immigration qui ont accès à des logements sociaux? Est-ce que c'est 7 %? Est-ce que c'est 8 %? Donc, est-ce qu'on voit des recommandations qui vont demander de la recherche pour vraiment donner, des dents aux recommandations? Voulez-vous répondre à ça, Madame la coprésidente? Ou... En fait, vous parlez du rapport sur les interpellations policières. Bon, j'ai compris que la ville, c'était une première partie et qu'il y aurait un suivi au niveau de ce premier débroussaillage. La question qui se pose, si ce rapport remis par des chercheurs indépendants semble d'une telle clarté au pouvant guider les actions futures de la ville, vous demandez si la ville ne pourrait pas appliquer le même modus operandi à d'autres services. C'est une chose au terme de la consultation. C'est une question qu'on pourra se poser. Évidemment, chaque service a ses particularités, ses spécificités. Chaque service a également son historique parmi la prise en compte de différentes problématiques. Et je pense que pour que notre rapport soit crédible, rigoureux, il faudra aussi regarder la question de l'applicabilité. Vous parlez d'environnement, de verdissement, vous parlez de l'aménagement du territoire, vous faites allusion à l'aménagement du territoire, au fait que certains arrondissements pourraient être moins verts que d'autres. Bon, c'est sûr que cela va demander déjà avec l'analyse, avec la synthèse des activités contributives citoyennes, on se rend compte que le champ est fort large, puisqu'il déborde même les 8 problématiques. Et il va falloir penser à une priorisation, éventuellement. Mais je crois que le moment où nous sommes en est un de prise en compte de la diversité des problèmes et qu'il nous faudra ensuite, comme commissaire, travailler très fort, comme nous le faisons depuis le début, pour voir quelles sont les choses. Mais je comprends. Une bonne recette méritera de voir si elle peut s'adapter à d'autres situations. Et je pense que l'éclairage des citoyens sera pour nous important parce que nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des experts dans l'ouïe et dans le rapport à la ville. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à monsieur... c'est parce qu'il est prévu qu'à 8h20, je vous annonce que le registre va fermer dans 10 minutes. Et il est 8h30. On va quand même, s'il y en a parmi vous c'est encore ouvert pour 10 minutes, je me permets, puisque je vous l'ai dit en retard, de vous dire que le registre est encore ouvert 10 minutes. S'il y en a parmi vous qui ont des questions, qui souhaitent aller vous inscrire, c'est le temps de le faire. Entre-temps, j'appelle monsieur Denis Chouante. Je ne sais pas si je dis bien votre nom, monsieur. Bon, alors parfait. Monsieur Chouante, on attend commentaires, clarifications ou questions. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai deux points. Mm-hmm. Le premier, c'est une question de clarification. Oui. Parce que dans le point en matière de lutte aux inégalités, il est précisé 24% de personnes immigrantes et 34% de nouveaux arrivants. Est-ce que ça se cumule ou qu'est-ce que là, on n'arrive pas à savoir? Alors, je vais demander à Mohamed, je craindrais de mal l'exprimer, et lui, c'est l'analyste. Mettons fin aux craintes. Est-ce qu'on peut remettre la dia? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, bien sûr. La voici. Merci. Mon Dieu, ça tombe à pic. Donc, pour revenir à votre question, monsieur, vous faites référence au chiffre de 34% des nouveaux arrivants. Est-ce qu'ils se cumulent ou il existe à part entière? C'est vraiment dans une considération de l'ensemble des nouveaux arrivants. Donc, il y a un chiffre pour les personnes immigrantes
mais il y a aussi un chiffre pour les nouveaux arrivants. C'est deux catégories distinctes, étant donné qu'ils sont dans des dispositions qui sont différentes. Les personnes immigrantes sont un ensemble, alors que les personnes qui sont considérées comme nouvellement arrivées, c'est qu'elles sont ici depuis moins de 5 ans, tout simplement. Donc ça fait 58%. Pardon? Ça fait 58%. Non, en fait, c'est ça. C'est 24... Les personnes immigrantes sont une catégorie d'ensemble, et les nouveaux arrivants sont une autre sous-catégorie, en fait. C'est 34 à l'intérieur du 24? Non, ça fait 24 plus 34 ou bien? Non. C'est donc dans l'ensemble des nouveaux arrivants, il y a 34% d'entre eux qui sont dans une situation de faible revenu. Et dans l'ensemble des personnes immigrantes, il y a 24% d'entre elles qui sont dans une situation de faible revenu. Et c'est à Montréal. En fait, ce que monsieur veut savoir, je pense, est-ce que le 34% est inclus à l'intérieur de la grosse catégorie des immigrants qui contient les immigrants de première, deuxième génération et les nouveaux arrivants, ou est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est ça, monsieur? Mais peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste répondre effectivement dans ce sens-là. Les nouveaux arrivants, dans le document de consultation, puis dans le document d'information générale qui nous a été fourni par la Ville de Montréal dans le cadre de cette consultation-là, sont des gens qui sont arrivés ici depuis moins de 5 ans. Oui, ça, on l'a dit. Ça, on le sait. Les immigrants sont des personnes qui sont nées, qui ont pu arriver ici depuis plus de 5 ans, d'un parent qui est venu ici et d'un parent qui est né ici. OK? Alors, les personnes immigrantes et les nouveaux arrivants, c'est 2 statuts différents. C'est 5 ans et plus, autrement dit, la barrière. 5 ans et moins, les nouveaux arrivants, 5 ans et plus, la barrière. C'est ce qui explique un peu les chiffres que nous avons là. Hein? Quand on dit que 19% des Montréalais vivent dans un seuil de faible revenu, c'est sur le global de la population montréalaise. C'est le cas pour les personnes immigrantes, 5 ans et plus, autrement dit, 24% d'entre elles. 34% de ceux qui sont là depuis moins de 5 ans. Puis les Autochtones, 27% des Autochtones vivant à Montréal. Voilà, c'est un peu le tableau. Oui, c'est juste une question d'opération mathématique. C'est pour ça que je pose la question, ça fait 24 plus 34. Parce que les nouveaux arrivants sont aussi des immigrants. Mais on a dissocié les deux. Oui, mais la quantité de nouveaux arrivants n'est pas la même que la quantité des personnes immigrantes. D'accord. Donc, c'est 34% des nouveaux arrivants. C'est ça. C'est ça. Okay. Et c'est 24% des personnes immigrantes. OK. Parce que c'est pas... C'était pas clair. C'était pas clair. Oui, la deuxième préoccupation, c'est... il y a eu beaucoup de solutions proposées. Vous avez parlé tout à l'heure de la priorisation. Et par la suite, il y a la recommandation. Je ne sais pas si les citoyens ont eu à proposer ou à demander ce qu'il y aurait comme mécanisme de suivi éventuel de la mise en application de ces recommandations. Merci. Je demande, mais je crois qu'il n'y a pas, d'après la synthèse, c'était des solutions aux problèmes soulevés. Et je ne crois pas, mais on me dira si je me trompe, est-ce que les citoyens se sont prononcés quant au mécanisme de suivi éventuel, aux recommandations éventuelles de notre commission? Pas jusqu'ici. Pas encore. Est-ce que je sens que vous allez nous ajouter une recommandation? Au fait, parce que j'ai perçu sur certaines problématiques la proposition de suivi éventuel. Et maintenant, c'était pour la globalité de ce qui va se dégager. Effectivement, ce serait intéressant d'avoir un suivi des recommandations à partir peut-être du plan d'action que la Ville pourra décliner. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur vous, ne serait-ce qu'au niveau de l'opinion en ligne ou de l'audition, pour nous rappeler, à nous les commissaires,
qu'il est important non seulement de faire des recommandations, mais de proposer parmi nos recommandations un mécanisme de suivi crédible. Bien évidemment, je crois que je suis déjà inscrit. Bon, d'accord. OK, merci. Alors, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que nous avons, cher Laurent, d'autres questions? Il y aurait une quatrième personne, Monsieur Rito Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ma question à moi, c'est par rapport au profilage racial. Donc, j'aimerais savoir, en fait, quelles sont les mesures qui seront prises pour s'assurer que, voilà, il y a un travail effectué avec les policiers qui font preuve de profilage racial, que ce soit envers les minorités, que ce soit envers les Noirs, etc. Vous voulez dire quelles mesures nous allons demander? Quelles mesures vous allez demander et comment nous, on peut s'assurer que ces mesures pourront être mises en pratique? C'est assez impossible qu'il n'y ait pas de mesures qui soient demandées par la Commission, étant donné la prégnance de cette thématique dans ce que les citoyens nous ont dit jusqu'ici. En quels termes nous allons le libeller, nous ne le savons pas encore. Nous allons commencer à travailler là-dessus en décembre et en janvier. Mais c'est clair que nous allons demander quelque chose là-dessus. Mais je ne peux pas me prononcer maintenant puisque nous avons des semaines d'audition devant nous de gens qui, comme vous, vont nous présenter un mémoire ou une opinion en nous disant qu'est-ce que vous allez faire. Je vous suggère de faire ceci. Notre principale tâche, comme commissaire, c'est d'écouter ce que vous suggérez, de l'analyser et d'éventuellement proposer quelque chose, très certainement qui va dans le sens de ce que la population veut. Alors, avez-vous quelque chose à nous proposer, Monsieur Joseph? Oui, moi, personnellement, je pense que ça serait très important de refaire l'éducation des policiers qui travaillent sur l'île de Montréal. Parce que, bon, j'ai rien à dire vraiment sur la présentation, mais je pense qu'en ce qui a trait au profilage racial, je pense qu'on ne met pas assez d'accent sur ça. C'est un problème qui est très présent. C'est un problème qui est très important. C'est un problème qui joue sur l'aspect mental, psychologique, physique. Parfois même, ça peut escalader. Et souvent, on se retrouve dans une position où est-ce que, même en n'ayant pas de casier judiciaire, même en n'ayant pas commis une infraction, on est sujet à se faire interpeller par la police pour des raisons X qu'on ne peut jamais vraiment expliquer. On n'a jamais vraiment de raison pourquoi on se fait interpeller. Donc, je pense que c'est quelque chose de très sérieux et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, je pense que ces policiers-là, lorsqu'ils vont à l'École nationale de police, que ce soit Nicolet, etc., où ça se trouve, je pense qu'ils devraient avoir un volet spécial sur le profilage racial. Je pense aussi maintenant, c'est de savoir comment on pourrait déconstruire ce que ces policiers-là, ils apprennent à l'école et d'aller à la racine de peut-être l'histoire du Québec, l'histoire de Montréal, l'histoire du Canada et voir d'où ça vient, ça. Parce que c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qu'on en parle depuis les 20, 30, 40, 50, les dernières années. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, il n'y a jamais vraiment quelque chose de concret qui en ressort, qui en découle. Donc, c'est pour ça que moi, je me demande, est-ce que vraiment, après la consultation, je ne dis pas que ça, le monde va changer, mais est-ce qu'il y aura une étape en plus qui sera prise ou bien est-ce qu'on va encore chercher des solutions, chercher, se donner des raisons, ou pas des raisons, mais en fait, c'est ça, quoi. Je vous entends parfaitement, monsieur, et soyez persuadé que cette thématique est très, très importante pour la commission. Voilà, parce que moi, je vous dis ça, je suis devant vous, je compte plus le nombre de fois que je me fais interpeller par la police. Voici, donc j'ai pas de casier judiciaire, j'ai pas de cause pendante, j'ai rien. Mais à n'importe quel moment que je vois une police, je sais que je suis potentiellement un suspect. Et ça, c'est dangereux de grandir dans une société comme ça. Voilà, dans les activités contributives, les citoyens l'ont répété et répété, le bris de confiance est là pour une grande partie de la population jeune, qui soit noire, arabe, autochtone, c'est clair.
Merci. Habib, voulez-vous ajouter quelque chose? OK, parce que je vous voyais vous approcher du micro. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Merci à vous. Alors, le registre est fermé. Le registre est fermé. Normalement, il n'est plus possible de s'inscrire pour poser de questions ce soir. I inform you, même si je pense que personne n'a parlé anglais, mais I inform you that the register is now closed. It's no longer possible to register tonight. Alors, chers amis, merci de vous être déplacés pour assister à cette séance synthèse des activités contributives citoyennes. Cela met fin à notre séance de ce soir. La documentation relative à la consultation, on l'a répété à plusieurs reprises, est accessible en tout temps sur le site Internet de l'OCPM. On y ajoute régulièrement des documents. Les transcriptions des séances apparaissent quelques jours après, ou bien encore, vous allez le voir, c'est très facile à trouver. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez jusqu'au 17 novembre nous faire part de votre opinion en ligne d'une façon très conviviale et très simple. Et si vous le voulez, vous pouvez dès maintenant nous envoyer une opinion ou un mémoire. Mais je le répète, si vous voulez vous présenter devant nous à compter du 4 novembre, il faut vous inscrire jusqu'au 31 octobre à 16 heures pour... et nous, on attendra votre visite devant la commission. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'OCPM, sur la page de consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Je vous remercie du fond du cœur de vous être déplacés. C'était une très bonne soirée. Merci d'avoir participé à cette consultation qui vous concerne. Thank you for coming this evening. Bonsoir, rentrez prudemment. À la prochaine. J'ajoute quand même mes remerciements. C'était pas prévu. Oui, bien sûr. Mais j'ajoute mes remerciements et je vous dis non seulement merci à la maison ici, mais cette étape en est une d'incitation à partager comme citoyen vos préoccupations et surtout des solutions. Vous êtes ceux qui êtes en contact quotidien avec le thème qui nous intéresse. N'hésitez pas, ça prend 2 minutes une opinion en ligne, ça prend un petit peu plus et surtout pas seulement vous qui êtes venus, mais si vous avez des amis autour de vous, des gens dans le réseau, écoutez, non, comme dit souvent Madame Olivier, l'intelligence collective est capable de faire des miracles. Je compte sur vous, intelligence et cœur. Merci, bonne soirée.